Je me suis ensuite rapproché des gens de Veolia. Oui, rapproché, il y a des bruits parasites là. Rapproché des gens de Veolia, en fait, qui sont en charge J'ai bien compris. de l'assainissement de l'eau. Voilà. Alors, l'idée, c'est de vous faire comprendre ce soir, ou que moi je devais comprendre à l'époque, si vous voulez, quel était le lien entre les abeilles et l'eau. Et donc, entre les pertes dans les réseaux et les quantités importantes des eaux qui sont rejetées dans la mer, quel est le rôle des abeilles pour préserver la ressource? Le but est d'utiliser ces eaux perdues à d'autres usages, enfin de l'envisager en fait à d'autres usages particuliers que sont les vergers et les maraîchages. Alors ce soir, nous allons avoir Camille Baupin qui va intervenir. Camille Baupin est ingénieur chimiste et manager en fait local des usines pour Veolia dans le Roussillon, donc la région sud. Cette conférence a été préparée en collaboration avec Nicolas Bataille, qui malheureusement ce soir ne pourrait pas là parce il est occupé par ailleurs. Alors Nicolas Bataille, c'est l'ingénieur en fait eau assainissement de la communauté de communes de Sud-Roussillon, en charge de la distribution et du traitement de l'eau pour la communauté de communes du littoral catalan. Voilà, donc Camille Baupin, je vais lui passer la parole. Donc je la vois, elle va nous éclairer par rapport à toutes les questions que l'on peut se poser par rapport à ce sujet. Merci. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je viens pour le compte de Veolia, mais aussi pour Sud-Roussillon ce soir, puisque Nicolas Bataille n'a pas pu être présent. Donc du coup, je vais commencer par vous présenter un peu le contexte de notre projet d'abeilles connectées. Donc, on a un contrat, nous, d'exploitation pour la station d'épuration de Saint-Cyprien avec la communauté de communes de Sud-Roussillon. Donc, la communauté de communes de Sud-Roussillon, c'est 6 communes. Donc, c'est une petite communauté de communes. Ça regroupe 22 000 habitants. Sur les 6 communes, il y a 3 communes qui sont raccordées à la station d'épuration de Saint-Cyprien. Donc, c'est la grosse station d'épuration de la communauté de communes. Et donc, cette station d'épuration, elle a la particularité d'être sur une commune côtière, donc d'avoir des débits qui varient fortement entre la période estivale et l'hiver. Et en plus, le rejet de l'eau en sortie de la station d'épuration se fait au niveau du port de Saint-Cyprien, donc dans la mer. Et donc, du coup, il faut une bonne qualité d'eau pour le rejet. Donc pour ça, cette station, elle est dotée d'une technologie particulière, en fait, qu'on peut appeler un traitement tertiaire, une troisième étape de traitement qui n'est pas sur les stations d'épuration classiques, qui va être principalement de désinfecter l'eau pour éviter qu'il y ait des bactéries et des virus à l'intérieur pour pouvoir rejeter l'eau au niveau des zones de baignade principalement. Et donc, du coup, cette qualité d'eau particulière nous permet de pouvoir réutiliser cette eau pour des usages qui, à la base, ne sont pas prévus pour des rejets de stations d'épuration, puisque toutes les stations d'épuration rejettent normalement dans le milieu naturel, mais ne sont pas du tout utilisées d'une autre façon. Et donc là, ces traitements particuliers nous permettent de faire ce qu'on appelle du reuse, donc réutilisation des eaux usées, et donc d'utiliser cette eau pour faire de l'arrosage sur des plantations qui sont présentes sur la station d'épuration de Saint-Cyprien. Et à terme aussi d'étendre le périmètre pour pouvoir faire de l'arrosage sur des vergers qui sont aux environs de la station d'épuration, voire plus des arrosages de golf ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pour le contexte de la station d'épuration. Nous, Veolia, donc on intervient avec la communauté de communes du Roussillon pour l'exploitation de la station. Et aussi, dans notre contrat, on a un fonds de développement durable. Donc, du coup, chaque année, on réfléchit à des actions à mettre en œuvre pour la préservation de l'environnement. Donc, pourquoi Veolia s'implique dans ce genre de projet? Alors, c'est parce que donc, Veolia, on a une raison d'être qui est d'être acteur de la transformation écologique et donc d'essayer de faire des actions en rapport avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et donc, du coup, de trouver des actions à faire en rapport avec l'environnement, d'où ce fonds de développement durable qu'on a avec Sud-Roussillon qui nous permet de faire des actions en local.
à la demande aussi de la collectivité qui cherche à avoir des performances sur la partie environnementale à montrer. L'intérêt aussi de faire du reuse et donc de mettre des ruches connectées sur nos stations, c'est déjà la première chose d'améliorer l'image, on va dire, que les gens ont des stations d'épuration. Souvent, les gens ont une mauvaise image à station d'épuration, puisque bien évidemment, vous savez tous, les eaux usées, c'est pas très convivial au départ et ça donne pas envie à grand monde. C'est un environnement assez sale. Mais finalement, une station d'épuration, c'est pas du tout une usine polluante ou quoi que ce soit. Et donc, l'idée en mettant des abeilles, c'est que ces abeilles, c'est un bio-indicateur et ça permet de montrer que des abeilles peuvent être localisées sur une station d'épuration et qu'il n'y a pas de produit qui nuit à leur bon développement. Parce qu'effectivement, une station d'épuration, le principe, c'est surtout des principes physiques, de décantation principalement. Il peut y avoir la présence de produits chimiques, mais c'est vraiment en marge et ce n'est pas des produits chimiques dangereux. Et donc voilà, c'est principalement des procédés physiques qui donc n'ont aucun impact sur l'environnement. Et au contraire, l'objectif des stations d'épuration, c'est d'épurer l'eau pour ne pas contaminer l'environnement. Donc on n'a aucun intérêt à utiliser des procédés chimiques pour polluer l'environnement. Donc le fait d'avoir des abeilles nous permet aussi d'essayer de donner meilleure image aux stations d'épuration et de faire comprendre au commun des mortels, on va dire, que ce n'est pas des stations d'épuration dangereuses. Ces abeilles, comme je disais, c'est des bio-indicateurs. Donc le fait qu'on arrose les alentours de la station d'épuration, que les abeilles puissent s'abreuver au niveau de l'eau qui est présente aussi sur la station d'épuration, donc au niveau principalement du rejet, puisque les abeilles ne vont pas aller boire l'eau d'entrée qui est polluée. Elles arrivent à reconnaître la qualité d'eau qui leur convient. Ça permet effectivement de montrer que la qualité d'eau en sortie est de bonne qualité et qu'elle peut être utilisée pour de l'arrosage d'arbres fruitiers, par exemple, ou de tout un tas de plantes mellifères, puisqu'on a, grâce à notre fonds de développement durable avec Sud-Roussillon, on a planté plusieurs plantes mellifères pour pouvoir nourrir nos abeilles. Et puis rendre l'environnement de la station d'épuration encore un peu plus accueillant. Donc à Saint-Cyprien, effectivement, la station d'épuration en elle-même, elle est très fleurie, très arborée, donc c'est vraiment un endroit convivial. Et en plus, aux alentours, il y a beaucoup de plantations maraîchères. Une des conditions aussi pour pouvoir poser nos ruches connectées sur la station d'épuration, c'était d'avoir un environnement externe à la station d'épuration qui soit propice, c'est-à-dire sans usage trop important de pesticides et de substances pouvant nuire à la bonne santé des abeilles. Et donc là-dessus, Sud-Roussillon s'est engagé dans une démarche zéro phyto sur l'ensemble de la communauté de communes. Donc c'est aussi un élément qui permet de poser nos ruches. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, donc les ruches, du coup, c'est plutôt un laboratoire expérimental aujourd'hui. Les ruches connectées sont fournies par une branche de Veolia qui s'appelle Somei, qui est basée à Marseille, qui a donc développé ce concept de ruches connectées. Donc pour l'instant, c'est un laboratoire expérimental justement pour voir comment réagissent les abeilles et donc voir comment notre eau de reuse pourrait potentiellement impacter les abeilles, même si on est plutôt certain que ça ne les impactera pas. Et donc, le principe de ces ruches connectées, c'est d'avoir des différents capteurs à l'intérieur de la ruche qui vont nous permettre de suivre des ruches malgré le fait qu'on ne soit absolument pas apiculteur, puisque notre métier, c'est de traiter de l'eau et pas du tout de s'occuper d'abeilles. Donc, on s'occupe nous-mêmes de nos ruches. Donc, on a 3 ruches sur la station d'épuration de Saint-Cyprien. On s'en occupe nous-mêmes. On a quand même eu une journée de formation par un apiculteur pour
au moins avoir les bases et comprendre comment fonctionnent les abeilles, et puis avoir un petit peu de pour détecter d'éventuels problèmes. Et après, les ruches connectées nous aident en fait à savoir quand on a besoin d'intervenir sur la ruche et si la ruche se trouve en mauvaise santé. Donc les indicateurs qu'on a, c'est la température au cœur de la ruche et en surface. Donc forcément, à la surface, ça varie plus puisque c'est plus en contact avec l'air extérieur et donc ça varie plus. Mais à l'intérieur, on observe que la température est très stable. Et si jamais il y a une baisse, c'est qu'il y a un problème dans la ruche ou une augmentation. Soit les abeilles sont trop nombreuses, soit pas assez, soit elles sont malades. Enfin, voilà, ça nous donne une première indication. On a aussi un capteur d'humidité à l'intérieur de la ruche. Donc là, pareil, les abeilles sont en bonne santé avec une certaine humidité. Et donc, s'il y a des variations importantes, ça montre un dysfonctionnement dans la ruche. On a aussi le poids de la ruche qui est mesuré en continu. Donc, le poids de la ruche, ça nous permet de voir l'évolution de notre ruche. Une ruche qui grandit, les abeilles qui se multiplient, qui ramènent du pollen et qui fabriquent du miel. Forcément, ça augmente le poids de la ruche. Et donc, du coup, une ruche qui grossit, c'est une ruche en bonne santé. Une ruche qui maigrit, ça dépend des périodes. Forcément, là, pendant l'hiver, elles sont en hibernation, donc elles sont en train de consommer leurs réserves. Donc forcément, la ruche perd du poids. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était important aussi de se faire accompagner d'un apiculteur pour être capable d'interpréter les résultats. On a aussi une station météo qui est posée à côté des ruches pour voir le vent, la pluie, parce que les abeilles, s'il pleut, elles vont moins sortir des ruches puisque la pluie va les déranger dans leur vol. De même avec le vent, si les vents sont assez forts, elles vont être dérangées pour aller butiner, donc elles vont moins sortir. Et donc on a un capteur entrée-sortie qui compte le nombre d'abeilles qui entrent et qui sortent selon différents pas de temps et qui donc peut voir l'activité de la ruche. Donc c'est très intéressant. Nous, on a 3 ruches. On voit que les 3 ruches ne réagissent pas tout à fait de la même façon. Donc on avait deux reines de cette année et une reine de l'année dernière. Donc, et donc on voit bien que les ruches n'évoluent pas de la même façon malgré qu'elles soient posées à 2-3 mètres l'une de l'autre. Chaque ruche a son secteur pour butiner. Et donc voilà, c'est très très intéressant de voir comment réagissent les ruches dans un même environnement. Elles ne réagissent pas toutes de la même façon. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur tout ça. Oui, on va demander à Antoine s'il a des questions. N'hésitez pas à poser des questions directement donc, par chat comme… Oui, Marc, tu as des questions? Oui, alors j'ai pas une question. J'ai pas une question, mais je viens de lancer un sondage. Donc vers la fin de la conférence, n'hésitez pas à aller participer. Il vous suffit de cliquer sur sondage et les questions apparaissent. Il y a 4 questions, il n'y en a pas beaucoup. Et vous cliquez sur votre réponse. Vous avez des choix multiples pour les questions. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai pas de questions. D'accord. Quelqu'un a des questions peut-être parce que j'entends ni Antoine ni Jean-Marie. Alors, je veux bien poser 2 questions pour que Estelle essaie d'étendre un petit peu. Camille. Ce ne sont pas des questions qui ont été posées maintenant, c'est des questions qui avaient été posées à l'inscription. Sur les volumes d'eau économisés. Oui, voilà, c'était la question qu'on voulait poser. Vas-y Antoine, vas-y, je t'en prie. Donc la question est la suivante, c'est l'idée est d'économiser de l'eau que l'on prélève dans la nappe phréatique pour arroser, ne plus l'utiliser pour arroser, mais pour apporter de l'eau potable aux populations. Donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est de récupérer l'eau de la station pour arroser et est-ce qu'on sait combien ça représente des volumes d'eau potable ou combien ça fait de mètres cubes sauvegardés dans la nappe phréatique chaque mois ou chaque semaine ou quelque chose comme ça?
Alors, en effet, l'objectif, c'est bien ça, c'est de ne pas prélever d'eau dans les nappes pour pouvoir arroser. Aujourd'hui, le périmètre qu'on arrose avec notre reuse, il est vraiment très très faible puisque c'est seulement les plantes de la station. Donc, c'est très faible, c'est un arrosage en goutte à goutte, donc les volumes sont vraiment très très faibles. Ça doit représenter quelques mètres cubes par semaine. Mais l'idée, c'est justement d'étendre ce réseau et d'envoyer cette eau de réutilisation en sortie de station d'épuration sur toutes les zones qu'on peut arroser. Et donc là, ça représente des beaucoup plus grosses quantités. Sur une station d'épuration, en fait, la quantité d'eau qui transite sur une station d'épuration, c'est à peu près la même que la quantité d'eau potable qui est consommée par les communes raccordées, puisque bien évidemment, quasiment toute l'eau que vous utilisez chez vous finit par arriver à la station d'épuration, à part celle que vous utilisez déjà en arrosage, qui ne revient pas chez nous. Mais donc, du coup, c'est de faire une sorte de circuit fermé et que cette eau soit réutilisée en arrosage, au lieu qu'elle reparte à la mer, que le grand cycle de l'eau se refasse et qu'on revienne puiser dans la nappe, puisque bien évidemment, on va beaucoup plus vite à puiser que le grand cycle de l'eau à se régénérer. Bon, Camille, nous avons bien compris cet objet important, mais peux-tu nous donner un ordre de grandeur des quantités de mètres cubes que traite votre station? Alors, notre station, celle de Saint-Cyprien, on est entre 5 et 10 000 mètres cubes par jour selon les saisons. D'accord, donc c'est des quantités tout de même relativement importantes. Oui, tout à fait. D'accord, bah écoute, c'est une bonne. Merci beaucoup, Camille. Jean-Marie, je crois que tu as quelques questions, pardon, qui sont arrivées. Remets ton micro, oui. Finalement, il y a deux questions qui sont arrivées. Je poserai les deux qui avaient été posées au moment de l'inscription plutôt à la fin, parce que je pense qu'on aura les réponses Oui. au cours de l'exposé. Oui. Donc, celles qui viennent d'arriver sont intéressantes. Qu'est-ce qui garantit que les abeilles prennent l'eau, enfin, disons, butinent des fleurs à la sortie de la station d'épuration plutôt qu'à l'entrée des eaux? Alors, rien ne me le garantit, mais bon, l'instinct animal est en général pas trop mal fait. Et donc, entre une eau de bonne qualité et une eau sale, les abeilles, naturellement, vont aller boire l'eau qui n'est pas mauvaise pour elles, quoi. Autre question, mais qui devrait normalement trouver également son explication au cours de l'exposé. Est-ce que le fait que les abeilles boivent l'eau suffit à expliquer la qualité de l'eau? Alors bon, elles ne boivent pas de l'eau, j'imagine, mais bon, tu vas nous dire. Si, les abeilles boivent, les abeilles s'abreuvent. Donc, alors après, elles peuvent s'abreuver un peu partout, hein. Elles ne s'abreuvent pas forcément que de l'eau de la station d'épuration, mais elles peuvent, si elles trouvent un endroit qui leur convient pour s'y abreuver. Après, forcément, ce n'est pas la seule condition qui permet d'expliquer la qualité de l'eau. Bien évidemment, on a toute une batterie d'analyses qui sont faites sur tout un tas de paramètres pour vérifier que cette eau de reuse est de qualité supérieure aux Français pour garantir qu'on ne pollue pas d'une autre façon la nature en utilisant cette eau de reuse en arrosage, ou qu'on ait un impact sur les cultures arrosées. Alors, il y a une question sur est-ce que ça vaut le coup d'implanter un réseau d'eau pour rejeter, traiter, pour arroser? Et je dirais la réponse était dans le début de l'exposé, à savoir que s'il n'y a plus d'eau, s'il n'y a pas assez d'eau potable pour les populations, tout système vaut le coup pour en récupérer. Alors, c'est effectivement une bonne question, puisque le frein, en général, à ces projets de réutilisation des eaux usées, c'est effectivement un frein financier lié à l'installation du réseau, parce qu'en général, le coût est vraiment dans cette partie-là. Sur Saint-Cyprien, il y a un projet qui est en cours, donc qui est en cours d'étude. Hein, pour l'instant, ce n'est pas du tout finalisé. Mais en fait, sur Saint-Cyprien, ils ont déjà un réseau d'eau brute qui vient d'un lac de Villeneuve-de-la-Raho.
donc qui est un réseau qui n'est pas un réseau d'eau potable, qui est déjà un réseau parallèle au réseau d'eau potable et qui est déjà utilisé en arrosage, sauf qu'on prélève dans le milieu naturel. Donc l'idée, c'est de justement faire une étude pour remplacer cette alimentation par un lac qui est alimenté lui-même par des barrages, etc. en amont, de remplacer du coup cette alimentation par notre eau de réutilisation des eaux usées. Mais effectivement, ce n'est pas souvent le cas dans les communes d'avoir un double réseau. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'est pas trop en stress hydrique, on va dire, les gens sont un peu frileux à investir dans un second réseau. Mais effectivement, plus le temps passe et plus le stress hydrique augmente. Et dans ces cas-là, on n'hésitera plus à faire un deuxième réseau parce que l'eau est vitale et que si on n'en a plus suffisamment pour s'hydrater, il faudra bien trouver d'autres solutions. Jean-Marie, il y a d'autres questions qui sont arrivées, puis après on entamera la deuxième partie. Oui, là, il y en a une qui est intéressante. Prévoyez-vous de dupliquer cette expérimentation partout en France ou ailleurs en France? Alors ça, c'est un peu prévu dans la deuxième partie d'en parler en partie. Donc des projets de réutilisation des eaux usées, il y en a effectivement qui se font à différents endroits, pas toujours avec couplé, on va dire, avec les ruches connectées, puisqu'on a d'autres aussi possibilités de faire des analyses et des essais sur la biodiversité, sur tout un tas de choses. Donc pas forcément couplé avec les abeilles, mais déjà au niveau des abeilles, il y a une dizaine de projets. Je vous montrerai tout à l'heure une carte qui vous montre où est-ce qu'il y a des abeilles qui sont implantées sur le même système qu'à Saint-Cyprien. Merci beaucoup, Camille. On entame la deuxième partie. Alors, donc du coup, la transition est bien faite. Hop, je partage mon écran. Donc du coup, vous voyez mon écran? Oui. Oui, on le voit. Oui, ça marche. Donc là, vous voyez une carte donc, avec toutes les ruches connectées du même type qu'à Saint-Cyprien ont été ou vont être installées prochainement. Donc il y a 3 sites dans la partie nord, un au siège de Veolia à Paris, à Aubervilliers. Donc il est sur le toit de la tour. Donc là, à cet endroit-là, il n'y a pas de réutilisation d'eau usée. Donc l'objectif est un peu différent, c'est surtout de montrer que les abeilles peuvent aussi vivre en ville. Et il va y avoir donc il y en a une du côté de Dieppe, et il va y en avoir une autre du côté de Artois, Cambrésis et Hainaut. Je ne sais pas plus précisément où est-ce que c'est. Et sur la partie sud, un petit peu plus, puisque le conseil est de Marseille, donc on vient que du côté de Marseille. Et dans notre région, on a Saint-Cyprien depuis l'année dernière et le Grand Narbonne qui va installer aussi des ruches au printemps 2021. Donc voilà pour les autres sites en France. Ensuite, je voulais vous montrer quelques photos des ruches pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc ici, vous voyez une photo donc une cire qui est en termes de support pour les abeilles pour fabriquer leur cire. Donc en fait ce support il permet de faire des alvéoles de la taille souhaitée, et parce qu'en fait quand les abeilles ont le choix, elles peuvent faire des alvéoles plus ou moins grosses. Quand elles font des grosses alvéoles, ça fait des abeilles mâles, et quand elles font des petites alvéoles, ça fait des abeilles femelles, sachant que les seules travailleuses, ce sont les abeilles femelles. Donc si la ruche devient trop chargée en mâle, elle va beaucoup consommer les réserves, mais elle ne va pas rapporter grand-chose dans la ruche, et donc la ruche va un peu s'écrouler. Après, les abeilles s'autorégulent en général, donc elles ne vont pas décimer la ruche d'elles-mêmes. Par contre, si on veut essayer de récolter du miel, il faut un peu les forcer à faire plus de femelles, d'où l'intérêt de mettre ces supports de cire. Si on ne met pas de support, on met quand même une petite accroche en haut pour qu'elles aient de quoi s'accrocher, et ensuite elles construisent elles-mêmes leur cire.
Ensuite, donc ici, j'ai pris une photo de la reine. Donc on voit que la reine, elle a la queue un tout petit peu plus longue que les autres. C'est comme ça qu'on la reconnaît. On lui a mis une petite pastille pour pouvoir la reconnaître plus facilement parce que au milieu des 40 000 abeilles de la ruche, c'est pas évident de réussir à la voir si on lui met pas de petite pastille, malgré sa queue un tout petit peu plus longue. Ici, donc, vous voyez le fameux capteur entrée-sortie. Donc, les toutes petites portes, là, c'est là où entrent et sortent les abeilles. Et donc là, on a un capteur qui nous permet de compter le nombre d'entrées-sorties de nos abeilles et donc de voir l'activité de notre ruche. Ici, donc, on est en plein cœur d'un cadre. On voit une abeille qui a du pollen sur les pattes, donc il va venir le déposer dans la ruche. Et toutes les petites cases qu'on voit fermées, c'est du couvain. Donc en fait, à l'intérieur, il y a des larves ou des futures abeilles, bébés abeilles, on va dire, qui vont pas tarder à éclore. C'est 21 jours le temps de formation d'une abeille. Ici, c'est la ruche vue du dessus. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'abeilles dans une ruche. Ici, c'est l'installation de nos ruches sur la station d'épuration de Saint-Cyprien. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'arbres. Il y en a encore plus derrière la personne qui prend la photo parce qu'on a fait le verger derrière. Donc, on a fait un verger avec des espèces qui ont des dates de floraison un peu qui se suivent pour avoir balayé le plus longtemps, en fait, pour que nos abeilles aient à manger pendant toute la saison et de ne pas privilégier une seule espèce qui fleurirait sur une courte période parce que sinon, il faudrait nourrir les abeilles régulièrement parce qu'elles pourraient peut-être ne pas trouver de quoi se nourrir dans les environs. Donc là, c'est nos 3 ruches. On les a installées derrière un mur parce que dans les Pyrénées-Orientales, on a la tramontane qui souffle pas mal et donc qui arrive justement juste derrière le mur et qui du coup peut gêner les abeilles. Donc pour les protéger, on les a mis juste derrière le mur. Et donc nos ruches, en fait, là, contre le mur, on voit un boîtier. Donc c'est le modem qui vient récupérer les informations des 3 ruches et qui permet de les récupérer sur une interface mobile. Ici, on voit qu'il y a du miel, c'est ce qu'on voit qui brille. Voilà, là on a un cadre avec du pollen. On voit il y a différentes couleurs et donc c'est en fait les différents pollens. Chaque plante fait un pollen différent et donc les apiculteurs aguerris savent reconnaître en fonction de la couleur du pollen les abeilles sont allées butiner, aguerries encore. Ici, elles ont fait de la gelée royale. Donc la gelée royale, ça leur sert, on voit aussi beaucoup de couleurs de pollen à cet endroit-là. La gelée royale, ça leur sert à nourrir les larves, donc les futures abeilles, et surtout si elles veulent faire une nouvelle reine, elles vont la nourrir d'encore plus de gelée royale et donc la larve deviendra une reine. Elles font une reine quand soit elles sont trop nombreuses dans la ruche et donc il faut qu'elles essaiment. Donc pour essaimer, la reine s'en va avec une partie des abeilles, mais elle n'abandonne pas la ruche. Donc en fait, elle fait d'abord un bébé reine et une fois que le bébé reine naît, hop, elle s'en va avec une partie des abeilles et comme ça découpe la population d'abeilles en 2. Ou alors elles peuvent essaimer si la ruche a des parasites ou n'est pas en bonne santé. Dans ces cas-là, elles ne font pas de bébé reine. Ici, on voit donc quelqu'un qui est en train de préparer le fumoir pour aller enfumer les abeilles pour pouvoir intervenir dans la ruche. C'est un protocole pour qu'elle soit calme et qu'il n'y ait pas d'accident. En plus de combi et des gants, il faut bien sûr se protéger complètement. Derrière, on voit bien le boîtier du modem. On voit qu'il y a des petits fils pour tout connecter, bien évidemment. Et on a la station météo qui est là avec un petit pluviomètre et mesure de vent.
Ici, c'est le capteur de température, donc, qui est situé en plein cœur de la ruche avec une mesure de température sur le haut et une mesure de température sur le milieu de la ruche et en bas. Voilà, donc là, c'est une autre vue de l'installation des ruches. Voilà pour les photos. Et donc maintenant, je vais vous présenter l'interface qu'on a avec donc nos ruches connectées. Donc voilà l'interface. Donc ça, c'est les données en temps réel de nos 3 ruches. Donc voilà, aujourd'hui, il fait entre 34 et 35 degrés dans les ruches. Donc c'est la température à peu près normale d'une ruche. Donc nos ruches ont l'air d'aller bien. Le poids, donc elles font 34, 44 et 34 kilos. Donc on voit bien qu'il y a une ruche qui a beaucoup plus de réserves que les autres, peut-être aussi plus d'abeilles. Aujourd'hui, elles sont en hibernation sur toute la période estivale. Elles ne vont pas tarder à se réveiller, mars, avril peut-être. Ça dépendra de la météo. Et donc, du coup, il est important qu'elles aient suffisamment de réserves pour tenir tous les vers, parce qu'en fait, pendant l'hiver, on ne peut pas du tout aller intervenir sur la ruche, ou en tout cas, il faut l'éviter, parce que en fait, leur température de 35 degrés, si on ouvre la ruche, on risque de trop descendre la température et donc de perturber leur équilibre. L'humidité, donc on est aux alentours de 57%. Et les nombres d'entrées-sorties, donc là on voit que la ruche numéro 9, il y a quelques aventurières qui apparemment font des petites sorties. Par contre, les 2 autres, elles sont bien en hibernation totale. C'est vrai que ces derniers jours, il a fait assez beau. Donc peut-être que la ruche numéro 9 est en train de sortir de son hibernation. Ensuite, ici, on a les données météo qui sont collectées par la station météo. Température, pression atmosphérique, direction du vent, humidité et précipitation. On a la possibilité de faire des graphiques. Par exemple, la température. Camille, est-ce que je peux t'interrompre pour passer la parole à Jean-Pierre? Oui, j'ai une question. Oui. Je voudrais savoir si ce type d'enregistrement, de contrôle de la ruche est utilisé chez les professionnels. Moi, je connais notamment une entreprise qui possède 250 ruches. Est-ce que c'est en application chez ces gens-là? Alors, je ne pense pas, parce que c'est assez nouveau, donc ce n'est pas encore très, très développé. On a été accompagné d'un apiculteur au départ pour nous donner les bases. Il était très, très intéressé par, c'est pareil, il a à peu près 200-250 ruches. Il était très intéressé par le concept et donc ça pouvait l'intéresser. Après, le problème, c'est toujours le coût aussi, puisque bien évidemment, il y a du matériel à installer et un abonnement pour avoir accès aux données en temps réel avec un modem, etc. Donc, je pense qu'à aujourd'hui, il ne doit pas y avoir beaucoup de professionnels qui en sont équipés, mais peut-être qu'à l'avenir, une fois que le procédé sera un peu plus connu, il y a quelques professionnels qui en installeront. Alors, certainement pas sur leurs 250 ruches, parce que après, c'est une usine à gaz à gérer aussi, mais sur quelques ruches, peut-être à différents endroits. Voilà, ça peut évidemment être proposé à des professionnels qui seraient intéressés pour parfois mieux comprendre, ou s'ils ont des ruches problématiques ou je ne sais quoi. Je peux apporter un témoignage? Je peux apporter, s'il vous plaît. Oui, Jean. Lors de la visio précédente, on a eu pas mal d'apiculteurs qui étaient parmi les gens qui écoutaient tout ça. C'est vrai qu'ils étaient tous, enfin ceux que moi je connais, ils étaient tous en attente en fait d'avoir des coordonnées pour s'équiper de ruches connectées. Bon, je pense qu'au niveau professionnel, il n'y a quand même pas grand monde. Il y en a probablement quelques-uns, mais c'est quand même pas très répandu. Et les personnes les professionnels, moi, m'ont envoyé des mails pour avoir effectivement les coordonnées de ces fournisseurs de ruches. Après, c'est vrai que les apiculteurs professionnels, en fait, ils ont le ressenti de leur ruche, donc ils arrivent à, entre guillemets, exploiter leur ruche sans avoir ces indicateurs. Ils le sentent, mais c'est vrai que d'avoir ces indicateurs, ça peut leur donner des petites infos complémentaires et en général, effectivement, ils sont assez intéressés par la technologie.
Donc ici, par exemple, on a la température. Donc la température extérieure, on voit qui varie pas mal. La température au milieu, en jaune, qui, elle, est très, très stable. Et la température en haut de la ruche, je vous disais, qui varie un petit peu. On voit que quand il fait très chaud à l'intérieur, ça se réchauffe un peu et que ça se refroidit. Mais globalement, ça varie quand même beaucoup moins que la température extérieure. Voilà. Ensuite, on va aller voir les entrées-sorties, par exemple. Donc, il ne devrait pas se passer grand-chose sur la ruche 7. Ah, il y a quand même eu quelques entrées-sorties. Vous voyez que dès qu'il fait chaud, là, on est monté à 29 degrés en température extérieure, donc vraiment en local au niveau des ruches. Le soleil devait taper dessus. Et donc là, hop, on voit que les abeilles se sont aventurées à l'extérieur. Bon, après, on voit qu'il y a beaucoup d'entrées, très peu de sorties. Donc, ça ne paraît pas très, très fiable, la valeur. C'est possible que les abeilles elles aient juste mis le nez dehors pour voir ce qui se passait. Elles ne sont pas réellement sorties. Donc, elles ont été comptées en entrée-sortie. Enfin, elles n'ont pas été très bien comptées. D'habitude, c'est beaucoup plus fluide. Là, en cette période, c'est peut-être un peu moins fiable les données. Et c'est aussi pour ça que pour l'instant, ce n'est pas complètement commercialisé, puisque l'idée, c'est aussi de tester la technologie. On peut aller voir des données sur une période de septembre, par exemple. Vous voyez les entrées-sorties. Donc là, je peux choisir vraiment les périodes que je veux. C'est tout enregistré, tout est collecté. Voilà, donc là, on voit beaucoup plus que la ruche est active. On voit que la nuit, c'est plus calme. Les abeilles sortent très peu la nuit et qu'elles sortent vraiment au pic de la journée, là où il fait le plus chaud. Et le poids. Là, je vais enlever la température et l'humidité qui écrase la courbe. Donc là, on voit le poids. Donc en fait, dans la journée, les abeilles ramènent des choses à manger. Donc le poids augmente. Et la nuit, elles consomment un peu de réserve pour s'alimenter et ainsi de suite. Et donc comme ça, la ruche grossit ou perd du poids en fonction de l'activité de la ruche et des besoins d'alimentation de la ruche. Voilà pour les courbes. Ensuite, en parallèle, on a aussi un tableau de bord environnemental donc, qui a évolué juste aujourd'hui. Avant, on avait des valeurs régionales. Maintenant, on a des valeurs départementales sur la qualité de l'air. Donc, sur les 4 jours passés. Donc, là, on était à 2 en qualité de l'air. Est-ce que ces éléments-là sont des éléments qui viennent de la ruche ou qui viennent de la station météo? Ces derniers éléments. Alors, ça vient ni de la ruche ni de la station météo. Ça vient de ces SOMEI, donc le fournisseur en fait qui collecte ces données et qui du coup les retranscrit dans un tableau de bord. Mais on n'a pas de mesure. Ça, c'est pas. Excuse-moi. Parmi les apiculteurs qui seraient présents, est-ce qu'il y en a certains qui pourraient intervenir et nous dire, au vu des informations qui ont été données là, sur les possibilités des ruches connectées, alors peut-être qu'ils les connaissaient, mais c'est bien qu'elles soient redites, est-ce qu'ils pourraient nous dire si ça les intéresse, si c'est des éléments qui les intéressent au plus haut point et si ça leur permettrait d'améliorer en fait leur rendement, ces ruches connectées? Si je peux me permettre, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, c'est Henri Clément, j'ai été président de l'Union nationale de l'apiculture française pendant plusieurs années et j'ai publié de nombreux ouvrages sur l'apiculture. Et donc, ça fait plus d'une dizaine d'années que ce type de ruches connectées existe. Avec le temps, elles se sont simplifiées et de plus en plus d'apiculteurs l'utilisent, qui sont certes basiques, mais qui permettent de suivre le poids de la ruche, le taux d'humidité, la température, etc. Pourquoi les apiculteurs les utilisent? Ils les utilisent principalement pour les transhumances, parce que quand vous déplacez des ruches loin de chez vous, par exemple sur le sapin, vous ne pouvez pas régulièrement aller les voir. Et donc, le fait que ces balances existent leur permettent de connaître si les ruches rentrent du miel ou si, au contraire, elles ne rentrent pas de miel et elles le perdent. Et il faut, à ce moment-là, aller les entretenir.
Voilà. Et donc, de plus en plus d'apiculteurs, il y a eu même des aides au niveau de l'État là-dessus. Il y a beaucoup de systèmes qui existent, il y a plusieurs fabricants qui existent. Et donc, c'est en train de se vulgariser au niveau des apiculteurs professionnels. Voilà. Et on peut recevoir les données sur son téléphone portable très facilement. Donc, il y a plusieurs systèmes qui existent. Et est-ce que ces ruches ont un coût trop élevé pour un apiculteur aujourd'hui, ou c'est raisonnable, ou on a un bon espoir? Pour un apiculteur professionnel, compte tenu des économies que ça lui permet de faire, ça a un coût, c'est un investissement qui est rentable. Et d'autant plus que comme il y a une concurrence sur les fabricants, le prix diminue année après année. Merci. Merci. On laisse Camille, oui. à notre Camille la suite. Donc ici, ça reprend les indicateurs de nos ruches qu'on a vus juste avant. La météo pour les prochains jours. Alors là, après, c'est un petit paragraphe sur les disparitions des espèces végétales. Donc ça varie pas beaucoup. Et là, c'est les observations du frelon asiatique, donc qui peut être intéressant aussi pour mettre en place des pièges à frelons ou toute autre solution pour préserver la ruche des frelons asiatiques. Donc, dès que quelqu'un observe des frelons, il peut le signaler, et donc cette carte se met à jour et le point grossit plus il y a d'observations dans le secteur. Et donc, la dernière interface qui est livrée avec nos ruches connectées. Alors là, je n'ai pas réussi à me connecter. Alors, celle-là, de toute façon, elle ne marche pas, puisque en plus, je n'arrive pas à me connecter aujourd'hui. Ça, c'est l'interface pour les écoles. Donc, c'est pas grave si on ne voit pas l'interface, mais c'est important de parler des écoles. Le concept donc, de ces ruches connectées aussi, dans notre package ApiSmart, c'est en fait, chaque ruche est parrainée par des écoles. Donc là, sur Saint-Cyprien, on va parrainer, 10 écoles, 10 classes vont parrainer nos 3 ruches. Et donc, elles auront accès en temps réel aux données de notre ruche et à du contenu pédagogique sur la sensibilisation de l'intérêt des abeilles, de la biodiversité, etc., etc. Donc, il y a aussi un aspect des élèves de CP, CE1, CE2 qui donc auront du contenu et pourront voir évoluer la ruche en temps réel. Voilà. D'accord. Merci Camille. On va peut-être passer aux questions qui doivent être nombreuses. Jean-Marie. Jean-Marie, tu nous... Jean-Marie a son micro coupé pour l'instant. Jean-Marie a son micro coupé. Alors, ça va venir, voilà. Ça va venir. On met l'image aussi. Voilà. Donc d'abord, merci à Henri, parce que ces précisions ont finalement répondu à pas mal de questions. Et puis, 2 questions importantes. Est-ce que la connexion de la ruche avec l'installation, les ordinateurs de Camille, est-ce que ces connexions perturbent les abeilles? Première question. Alors, je ne sais pas. Je peux vous raconter des salades, mais après, je ne pense pas. Je pense que ça a été étudié. C'est simplement des fils électriques qui du coup connectent les capteurs au modem, et après c'est un modem qui envoie les informations. Donc c'est pas non plus des technologies très perturbantes, on va dire. C'est assez basique, quoi. Bon, je ne sais pas si Henri, s'il est encore là, il pourrait éventuellement compléter la réponse, comme c'est un spécialiste. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de gène particulier pour les abeilles. Il y a eu plusieurs hypothèses sur la disparition des abeilles, enfin les problèmes rencontrés par les abeilles, mais certaines hypothèses ont été aujourd'hui écartées, comme aussi par exemple les antennes qui avaient été mises en cause à un moment donné. Cette hypothèse-là a du plomb dans l'aile aujourd'hui. Il n'y a pas de gène pour les abeilles. Merci. Alors, une autre question qui est revenue à plusieurs reprises. Les pesticides et les perturbateurs endocriniens sont-ils éliminés à la sortie d'une station d'épuration? Alors,
tout dépend des stations d'épuration, tout d'abord. Ensuite, une partie des pesticides est éliminée par la station d'épuration ou par les process qui, à la base, ne sont pas faits pour ça, mais qui en captent une partie. Ensuite, la totalité n'est pas éliminée. Il y a des analyses qui sont faites régulièrement sur les qualités d'eau en entrée de station et en sortie de station sur tous ces micropolluants, on appelle ça, donc tout ce qui va être pesticides, résidus médicamenteux, etc. Donc il y a des campagnes qui sont réalisées régulièrement justement pour essayer de voir l'impact. Aujourd'hui, ce n'est pas traité sur les stations d'épuration, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de norme de traitement qui est sortie. Donc les collectivités n'ont pas d'obligation à le traiter et forcément, dès qu'on rajoute un traitement, c'est un coût supplémentaire en investissement plus en exploitation. Donc à aujourd'hui, il n'y a pas de systèmes qui sont installés. Après, il y a quand même des essais qui sont faits à différentes stations parce qu'on se doute bien avec l'actualité que à force, il va falloir les traiter et donc les normes sont en fait en cours de création, mais il y a une telle quantité de molécules qu'aujourd'hui, c'est difficile de sortir une norme, de mettre une quantité maximum admissible et surtout de faire des analyses sur plus de 100 molécules régulièrement, c'est compliqué, donc il faudrait en trouver quelques-unes, je ne sais pas, entre 1 et 10, on va dire, par exemple, qui seraient représentatives de la totalité et que du coup, en analysant une molécule, on sache que il y en a 20 autres qui réagissent de la même façon, qui sont piégées par le procédé et que si on n'a pas celle-là, on n'a pas les autres, quoi. Donc aujourd'hui, tout est vraiment à l'état de recherche. Il y a des recherches qui sont faites un peu partout, mais il n'y a pas encore de directives. Il y a des tests de procédés, des recherches d'analyse, des recherches vraiment sur tous les sujets. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes et donc on ne peut pas dire que les stations d'épuration traitent à 100% ces micropolluants. Autre question, comment ont été choisis les sites que vous nous avez montrés au niveau de la France? Est-ce qu'il y a un choix ou pas? Alors, pour tous les autres sites que Saint-Cyprien, je n'ai pas du tout le contexte de l'installation. J'ai juste récupéré les sites d'installation, mais je n'ai pas de contact avec les personnes qui ont installé. Pour Saint-Cyprien, en tout cas, la station a été choisie d'une part, comme je disais au début, parce que l'environnement s'y prête, et d'autre part, parce que c'était aussi la volonté de la collectivité. Donc, il y a souvent dans le choix, c'est surtout une volonté de la collectivité et voilà un enjeu qui fait que ça peut être intéressant de les installer. Je vous disais que le siège de Veolia à Paris, c'est aussi pour montrer qu'en ville, les abeilles peuvent vivre et trouver de quoi s'alimenter. Donc, il faut qu'il y ait en gros un objectif et une volonté de toutes les parties prenantes. Autre question qui vient d'arriver. Est-ce que vous faites des analyses régulières sur les cires et les miels pour rechercher des traces de polluants? Alors non, on n'a pas d'analyse prévue sur la production des abeilles. Après, au webinaire précédent, un apiculteur avait dit qu'apparemment le miel n'était jamais pollué. Donc il faudrait demander à un apiculteur à Lévis. Ça, ce n'est pas vrai, hein. Le miel est à l'image de l'environnement. Par contre, il faut les analyses extrêmement poussées avec des seuils de quantification très bas pour avoir des analyses pertinentes qui permettent vraiment d'évoluer les contaminations. D'accord. Après, bon, nous, on a 3 ruches, donc on ne va pas faire une production de miel industriel. Si on fait quelques pots, ils seront distribués à la collectivité et aux exploitants de la station d'épuration. Et enfin voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif de commercialisation à ce niveau-là. Si effectivement on voulait tendre vers une commercialisation, on ferait ça. Je pense qu'il ne faut pas le voir pour la commercialisation, il faut le voir pour la connaissance de l'impact de l'environnement sur les abeilles et sur leurs produits. Ce n'est pas dans un esprit de commercialisation, à mon avis. Oui, aussi, mais sauf que c'est quelque chose qu'on pourra faire ensuite, mais pour l'instant, c'est déjà de montrer que les abeilles ne meurent pas au contact d'une station d'épuration. On n'est pas encore arrivé à cette étape aussi poussée. N'oubliez pas d'aller répondre au sondage, les amis. Ça se situe en bas de votre écran. Il y a marqué sondage, vous cliquez dessus et vous pourrez répondre aux 4 questions simples qui vous sont demandées. Merci.
Alors là, j'ai une question qui est un petit peu hors sujet, mais elle intéresse beaucoup de monde, donc peut-être que Henri va pouvoir compléter la réponse. Quel est l'impact actuel des frelons asiatiques sur les abeilles? Je pense que c'est plutôt pour Henri, ça. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça fait maintenant près de 15 ans que le frelon est arrivé. Il est arrivé du côté d'Agen dans des poteries chinoises. Il y avait une ou deux femelles fécondées. Et aujourd'hui, le frelon, il est présent en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Angleterre, partout. Et pour les apiculteurs, c'est une catastrophe, mais pas uniquement pour les apiculteurs, pour l'ensemble de l'environnement, parce que les frelons se nourrissent d'abeilles, mais aussi d'insectes pollinisateurs sauvages. Ils s'attaquent également à certaines cultures. Ils favorisent ils engendrent des accidents au niveau des agriculteurs. Par exemple, dans le Lot-et-Garonne, on s'est aperçu que depuis l'arrivée du frelon, les accidents à la MSA avaient augmenté de 30%, quelque chose comme ça. C'est un vrai problème, mais je ne pense pas que ce soit véritablement le sujet d'aujourd'hui, quoi. Merci. Henri. J'avais une autre petite question ou une réflexion en me disant que peut-être que les futurs apiculteurs que nous pourrions être, compte tenu de ces charmants webinaires qui nous plaisent, peut-être que les ruches connectées pourraient nous aider à démarrer notre activité, puisqu'on aurait un contrôle assez précis de ce qui se passe dedans, plutôt que faire appel à un professionnel. Ça n'empêche pas de faire appel. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas faire appel à un professionnel, mais se dire que peut-être ça peut nous aider à démarrer une activité d'apiculteur en herbe. Oui, c'est exactement ce qui nous arrive en fait. On n'avait aucune connaissance sur les abeilles il y a un an de ça. On a fait une journée avec un apiculteur pour avoir les bases et maintenant on essaye d'entretenir nos ruches et de faire en sorte qu'elles passent l'hiver et qu'elles arrivent à produire un petit peu de miel. Si je peux me permettre, c'est un peu court une journée quand même, parce que l'apiculture, ça demande un savoir-faire, des connaissances dans plusieurs domaines. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui installer une ruche et se dire apiculteur. Et franchement, un jour de formation me paraît très léger. Même sans remettre en cause vos qualités, hein, bien au contraire. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis apicultrice. On est en contact très rapproché avec cet apiculteur qui nous a formés au départ et à chaque fois qu'on ouvre les ruches, on lui pose des questions parce qu'effectivement, on a des connaissances très limitées sur le sujet. Donc, on lui demande de temps en temps aussi pour qu'il nous conseille et à chaque fois, il nous donne de nouvelles infos. Mais effectivement, il faut beaucoup plus qu'une journée pour se prétendre apiculteur. Merci. Merci beaucoup, Camille. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Jean, tu voulais rajouter un petit quelque chose? Oui, ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'on a pris conscience finalement qu'il y avait des gens qui commençaient à s'intéresser à toute cette eau qui est malheureusement rejetée dans la mer, parce que si on fait un calcul rapide, je crois que ce qui est rejeté à la mer, c'est quand même plusieurs millions de mètres cubes par an, donc c'est quand même colossal. Et j'ai malheureusement peur, et Camille va peut-être me le confirmer, mais que toutes les stations en fait du littoral méditerranéen, pardon, je vais y arriver, et de l'Atlantique se comportent de la même façon. Donc en fait, il y a un gâchis énorme. Donc, si on peut effectivement, grâce à ça, prouver l'innocuité en fait de l'eau qui est traitée, que l'on met sur les maraîchages ou sur les vergers, puisse éviter de puiser dans les nappes phréatiques, je crois qu'on aura gagné le pari, quoi. D'accord. Écoutez, merci à Camille. Alors, vous le savez peut-être, les Lions de France lancent leur première journée de l'environnement qui aura lieu donc le 20 mars, hein, avec comme un partenaire principal donc l'Office national des forêts. Vous pouvez retrouver des informations sur le site Défi pour l'environnement. Beaucoup d'activités seront faites. Vous pouvez aussi en lancer vous-même des actions, vous inscrivant sur le site. Et pour justement annoncer cette journée du 20 mars, qui est aussi la fête internationale de la forêt,
On vous invite les 2 et 8 mars, hein, on vous enverra des mails. Allez aussi suivre l'actualité sur le site du défi pour l'environnement. Les 2 mars et 8 mars, on aura donc 2 téléconférences sur les enjeux de la forêt qui seront faites par l'ONF justement. Donc à très bientôt. À très bientôt. Le sondage donc de notre Marc, tu veux qu'on y réponde tout de suite, Marc, ou tu… Oui? Alors, mais attends, mets ton micro, mets ton micro. Je disais, il faut y répondre maintenant. Maintenant, tu voudrais qu'on réponde au sondage, donc Oui, dis-nous comment on fait. Il suffit d'appuyer de cliquer sur la petite barre en dessous à côté de participants qui s'appelle sondage et vous avez accès à Sondage, ah oui, d'accord. tout simplement. Bon, bah, écoute, si vous êtes tous d'accord, donc vous écrivez, on va participer à ce sondage. Je n'ai pas compris comment ça marche. Comment ça marche? Dis-nous. Et quand on est sur une tablette, c'est où pour faire le sondage? Je sais pas vous dire. Là. Ah, bah, voilà. Marc ne connaît pas toutes les réponses. Non, mais ça va pas du tout. Donc, comment on fait par rapport à l'organisation? Voilà. Il y en a certains qui ont répondu, donc ça fonctionne. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, bah, j'ai 44 réponses, 45 maintenant, je les ai vues, 46, 47, 48. Donc, il y en a qui arrivent. Hein, très bien. Et qu'ils nous expliquent, parce que sinon… Moi, oui, mais bon, peut-être que moi, je suis blonde et que j'y arrive pas, quoi. Si tu cliques sur sondage, qu'est-ce qui se passe? Ben, rien, justement. Il faut cliquer sur sondage. Oui, Oui. c'est tout. Mettre à la fin du sondage, c'est pas ça? Oui, il y a la boîte. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Un petit onglet vert, et puis on clique. Oui, c'est ça. Très bien. Le sondage n'est pas toujours affiché, là. Là, on est à 56 sur 59, donc pratiquement tout le monde a répondu. En tout cas, ceux qui restent présents jusqu'à là, on est à 94% de réponse. Voilà. Désolée, sur la tablette, le il n'y a pas. sondage est fini puisque tout le monde a répondu. Bon, c'est pas grave, allez hop, on met fin au sondage. Merci, merci beaucoup. À mon avis, tous ceux qui pouvaient répondre ont répondu. Voilà. Mais peut-être que les animateurs ne pouvaient pas répondre et comme Thérèse, tu étais co-animateur, tu ne pouvais peut-être pas. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que j'arrivais pas à Ça doit être accéder. ça. Ça marche. Exact. Écoutez, merci beaucoup. Merci à Camille, merci à Jean, merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt et au 2 mars et au 8 mars et même au 20 mars dans les forêts au moins. Hein. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Un dernier point. Au revoir. Christian a quelque chose à nous dire. Oui? Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui. Henri est toujours là? Ah non. Il est parti, Henri. Bon. Parce que ça aurait été bien effectivement qu'ils prennent contact avec certains apiculteurs des Pyrénées-Orientales, parce que comme le disait Camille tout à l'heure, nous on n'a pas eu l'impression effectivement que les apiculteurs, il y en avait quand même au moins 3 ou 4, avaient connaissance jusqu'à présent des ruches connectées, et dont un qui est quand même enseignant à l'université de Perpignan. Voilà. Bien. On leur enverra un petit mail, hein, donc oui, pour qu'ils se mettent en contact. Oui. Voilà, allez, au revoir. Au revoir, merci à tous et à tous. Et au revoir. Merci à Camille. Je vais essayer de retrouver son mail, Jean. Je vais essayer de retrouver